Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma, mais aussi un petit peu de série. Mais là ce soir on va rester du côté du cinéma et nous allons voyager. Voyager du côté de l'Asie, du côté justement d'un pays qui a été un des piliers du cinéma dans les années 70, enfin une grosse partie des années 70, 80, 90, jusqu'à un moment où son histoire a été chamboulée lors d'une année 1997 et qui a touché beaucoup de réalisateurs, notamment celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais vous parler de L'Enfer des Armes de Tsuark. Et oui, un film qui clairement vaut largement le détour pour plein de choses et c'est très intéressant de savoir à quel point ce film a une place essentielle dans le cinéma hongkongais. Et justement, il est temps que je vous parle de ce film, et surtout de son réalisateur, parce que je me dis, ça fait quand même un moment que je suis sur la chaîne, et je parle très peu de cinéma hongkongais. J'ai fait notamment une vidéo sur Wong Kar-wai pour vous conseiller, lors de sa rétrospective, quelques films à voir pour s'y intégrer et se lancer pleinement dedans. Mais du coup, ce qui est intéressant dans Tsuark, justement, c'est que c'est un cinéaste qui a laissé aussi une place hyper importante dans l'histoire du cinéma hongkongais. Du coup, mais c'est qui Tsuark ? Tsuark, c'est un réalisateur qui est né au Vietnam, ce qui amène déjà une différence comparé à beaucoup de ses compatriotes qui sont soit nés en Chine, je crois que c'est le cas de Wong Kar-wai, et aussi à la différence aussi par exemple de réalisateurs comme John Woo qui sont profondément hongkongais. Donc du coup, il étudie à Hong Kong, il part aux États-Unis, du côté du Texas dans les années 70, où il apprend le cinéma au Texas. Dans l'université du Texas, la Northern Methodic University, qui est peut-être pas la plus grande école de cinéma, on est clairement dans les années 70, de cette époque-là, où tu as une arrivée quand même de nouveaux cinéastes, notamment aux États-Unis, avec les Spielberg, les Scorsese et tout ça qui arrive, avec une nouvelle façon de redynamiser le cinéma, de redonner une image de cinéma, mais qui était surtout dans les grosses écoles de East Coast ou West Coast, c'est-à-dire quand même t'as l'école de New York qui a donné des réalisateurs comme Spike Lee, Woody Allen, t'en as d'autres justement de LSU, je crois que c'est l'université de Californie, qui a donné aussi beaucoup de cinéastes très intéressants. Mais du coup voilà, c'est un cinéma qui justement il est dans une école justement où il apprend d'autres choses, et d'abord c'est pour ça qu'il participe essentiellement à des documentaires jusqu'à son retour à Hong Kong en 1977 où il va quand même bosser du côté de la télévision, il va faire quand même, il a un CV, c'est-à-dire il arrive, il va travailler à la télévision, il va effectuer quand même un grand nombre d'années justement à la télévision, mais on voit qu'il a un talent, et derrière il fera notamment justement The Butterfly Murder, un film de sabre, ou comme on le dit là-bas, du Wu Xiapian, qui est très populaire dans le monde chinois, c'est un peu équivalent de nos KPDP dans la forme, avec un truc un peu plus taré, parce que bon, c'était vraiment la mode de l'époque. Et puis il va sortir avec 2 films extrêmement très agressifs et provocateurs pour l'époque, et qui ont été d'ailleurs rejetés par le public, hein. Je le dis, c'est des films qui n'ont pas forcément marché dans l'instant T, mais qui sont restés importants dans le temps, mais parce qu'ils rappelaient quelque chose que justement que le cinéma n'était pas encore prêt. C'est pour ça que je vous dirige vers la vidéo justement sur les films de catégorie 3 fait par mon ami du coin du bis, qui est une très bonne vidéo que j'adore énormément, et qui justement montre à quel point ces films-là, justement Histoire de cannibale et L'Enfer des Armes, qui sont tous les deux arrivés en 80, justement sont précurseurs, justement dans cette idée de la catégorie 3, dans la manière de montrer la violence, d'un certain ton de cinéma. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on voit quand même qu'il y a un talent quand même chez lui, mais justement qu'il est trop en avance sur ces 2 premiers films. Justement, Histoire de cannibale, je le remets en place aussi parce c'est un film qui est vraiment arrivé dans son temps. C'est-à-dire que quelques années avant, t'as des films comme Massacre à la tronçonneuse, t'as des films justement comme Cannibal Holocaust. Les films de cannibale sont vraiment quelque chose qui sont ancrés dans une époque, et qui vraiment, il a suivi, pas cette mode, mais il a justement amené cette mode justement à Hong Kong, où t'avais quand même une certaine suprématie de la Shaw Brothers, du film de sabre, d'un certain style de film.
et qui justement, lui il arrive et qui abandonne ça, et notamment avec le film du jour, L'Enfer des armes. D'ailleurs après Tsuark aura je m'attarderai peut-être un autre jour justement sur sa carrière très large en tant que réalisateur, mais aussi comme producteur, parce qu'il a été notamment producteur pour pas mal justement de camarades. Je pense notamment à John Woo qui lui a permis justement de faire Le Syndicat du Crime et The Killer, qui sont les premiers films dont John Woo serait relativement fier. Parce que John Woo, il a une carrière aussi derrière, bien avant. Mais du coup, derrière, il va enchaîner quand même pas mal de projets. Il y a quelques films que je peux vous citer pour moi, pour votre culture. Zoo, Les Guerriers de la Montagne Magique, qui pour moi est un film totalement fou et totalement précurseur. Les plus connus, justement, que ça soit Il était une fois en Chine... le film là j'ai oublié, un des plus beaux films pour moi, qui est une des plus belles photos de l'histoire du cinéma, The Lovers, justement, et Time and Tab qui arrivera bien plus tard dans les années 2000, Piège à Hong Kong, ces films américains pour moi sont intéressants parce qu'il y a une certaine folie justement qu'on trouve plus dans le cinéma américain, et qui justement à quel point justement amener des gens comme ça, comme Tsuark, amène vraiment une plus-value justement dans ces films avec Van Damme. Mais voilà, Shanghai Blues, qui est un film que j'aime beaucoup, et voilà, il y a pas mal de films justement chez Tsuark que moi perso je trouve très intéressant. The Blade aussi, The Blade que j'avais oublié mais qui est vraiment pour moi exceptionnel. Donc je vous conseille vraiment, soyez curieux de toute cette période justement qu'il a offert. Parce que justement parce que moi perso je trouve que c'est un cinéaste qui est toujours intéressant, bien sûr, aujourd'hui avec même maintenant il fait plus des films du côté de la Chine, parce qu'il justement il a du budget, il a une liberté artistique, notamment avec la trilogie des Détectives D, que moi perso je trouve des films très sympathiques. La bataille de la montagne du tigre, qui est un très très bon film, et bien sûr il y a des films qui malheureusement qui sortiront peut-être pas en France, soit en DVD Blu-ray, ou éventuellement quelques sorties très limitées. Je pense à la bataille de lac Chang'en, qui est un film qu'il a co-réalisé avec Chen Page et Dayton Lam. Justement, je pense que c'est des films que, je pense que même si tu vois un peu l'idéologie, c'est des films qui sont relativement intéressants. Mais voilà. Donc du coup, il est temps que maintenant que je vous ai fait un peu en accéléré, je vous dirigerai vers d'autres vidéos dans la description si vous voulez vous intéresser au cinéma du bonhomme. Moi, je suis là pour... on a le temps d'en parler, mais moi, je suis là pour parler finalement d'un film. Mais du coup voilà, c'est un cinéaste qui est très important dans la nouvelle vague hongkongaise. C'est un cinéma justement avec qui il est associé, justement avec des John Woo, des Ringo Lam, des Wong Kar-wai sur notre façon, et justement qui a amené justement une nouvelle façon de voir du cinéma. Alors pour certains c'est tout simplement dire oui mais ils sont sortis du cadre de Shaw Brothers, ils sont tournés dans la rue, un peu comme la nouvelle vague française. J'ai envie de dire non, il n'y a pas forcément arrêté de se branler un peu sur les nouvelles vagues françaises. Alors certes, ça a donné beaucoup de choses, notamment sur la manière de filmer en extérieur, mais c'est plus sur des aspects thématiques. Il y a ce côté justement d'amener un cinéma beaucoup plus énervé, beaucoup plus transgressif sur certaines façons, et beaucoup plus proche des gens. Et c'est ça qui, justement, pour moi, cette nouvelle vague hongkongaise se signe justement par ça. C'est-à-dire la manière, pas forcément de filmer que dans la rue, mais justement d'amener des personnages, justement, et une véritable critique sociétale, qui est pour moi très intéressant, et qui justement passe déjà par ce premier film qui est L'Enfer des armes. Et L'Enfer des armes, pour vous le résumer, c'est tout con comme résumé, c'est Hong Kong, 1981, une jeune fille pousse 3 étudiants responsables d'un meurtre, et justement ça va les amener dans une dérive meurtrière et nihiliste. Et justement, Nihiliste est pour moi le parfait film pour résumer justement ce film. Parce que ce film, pour moi, est sans conteste, pour moi, un des films les plus nihilistes que j'ai vu depuis très longtemps. C'est sans conteste un des films les plus aussi misogynes que j'ai vu. Et c'était misogyne quand tu le remets dans le contexte de l'époque. Parce que c'est vraiment... Tu es à Hong Kong dans les années 80... avec justement une vision de la femme très asiatique, justement. C'est comme par exemple si vous allez du côté du Japon, de la Corée, il y a une vision de la femme qui est totalement différente justement du monde occidental sur certaines choses. Et c'est assez intéressant sur ça, justement, de voir à quel point après derrière ce qu'on aurait pu voir dans les films de catégorie 3, dans la violence faite aux animaux, c'est des trucs qui ne passent pas du tout aujourd'hui. C'est un film que si vous allez le voir, il faudra vous préparer mentalement à vous dire que vous allez passer justement une épreuve justement violente, radicale, sur plein de points, et pour moi c'est un film qui est tout simplement extraordinaire sur plein de choses, que je vous le conseille vivement parce qu'il y a vraiment
des idées à la seconde, mais je vais y venir un peu plus tard. Du coup, je commence déjà sur le film en lui-même. Justement, pourquoi un pitch aussi bête? Alors le pitch que je vous fais est très simple, mais justement le pitch se scinde au début en deux réelles histoires. Il y a l'histoire de cette jeune fille justement qui va assister à un meurtre qui est accidentel causé par trois jeunes garçons en voiture. Voilà, ils sont en bagnole, ils font les kékés, ah, j'arrive pas à conduire, bam, ils shootent un mec. Voilà, il y a un meurtre, la meuf a fait ah, je vous ai vu, on va se tenir au courant, et voilà. Et du coup, et à côté, il y a toute une histoire policière, justement, autour de billets, enfin de chèques. De chèques, justement, les chèques. C'est quoi les chèques? Parce que t'as des jeunes, peut-être, qui me suivent, ils savent pas ce que c'est un chèque. Non, je déconne, vous devez savoir ce que c'est. Et du coup, en fait, où ils étaient transcédés en yens, c'est-à-dire beaucoup plus de valeur monétaire, et justement, le but était de les échanger pour après récupérer du cash. Donc voilà, c'est à peu près l'idée. Du coup, clairement, le film se scinde sur ces deux parties. Et tout le long du film, je me pose cette question, comment le film va scier tout ça? Et du coup, ça commence tout bête par une présentation de personnage, justement, et justement qui amène justement le personnage féminin que vous voyez à l'écran, qui est justement un personnage qui est justement très particulier dans la manière dont il est écrit. C'est un personnage qui est à la fois horrible dans sa manière d'être, mais à la fois que tu peux comprendre qu'elle ait envie de fuir ce monde dans lequel elle vit. Elle vit dans un monde justement où elle n'a pas d'autre choix des fois d'avoir du caractère, de foncer envers les personnes qui lui tiennent tête, quitte à tomber sur des personnes pas très fréquentables, et à quel point elle peut en souffrir. Et justement, c'est un personnage qui, tout le long, moi perso, tu sens que c'est celle qui quand même qui a du caractère, dans le sens que c'est elle qui prend justement les trois jeunes, qui les menace au début pour leur dire bon voilà les gars, vous êtes un peu à ma bonne, on va faire ce que vous allez faire, vous allez m'obéir, sinon je vous dénonce. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnages masculins justement sont vraiment dans un aspect où ils n'ont pas d'autre choix que de lui obéir, parce qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas vraiment quoi répondre justement de ces actes, et derrière, ils vont s'amener doucement dans une spirale qui va justement, bizarrement, les lier d'amitié. Enfin, une amitié un peu vache, hein, dans le sens, c'est-à-dire qu'ils s'entendent bien par moments, ils se tirent sur la gueule, c'est des jeunes, quoi. Et du coup, ils vont s'arriver à un moment où ils vont rencontrer un gang justement, mais pas directement, qui du coup ils vont retrouver en se fritant avec un démon de ce gang qui tout simplement, c'est tout bête, hein, elle les coursait, et derrière il y a cet aspect justement où le gang va perdre justement ses chèques, ces fameux chèques, et du coup ces jeunes vont essayer de se faire de l'argent pour pouvoir partir vers d'autres horizons. Mais du coup ça va amener pendant là, tout est du coup sur une spirale qui justement, c'est-à-dire changer les chèques en argent, prendre l'argent, pouvoir essayer de partir, et justement, et ça va partir vraiment sur une ambiance de plus en plus noire et de plus en plus nihiliste. Déjà, le film est vraiment sur un mix de genres que je trouve très intéressant sur plein d'aspects. Justement, parce que le film commence par presque un film d'horreur. On est sur de la première chose que voit, c'est quand même quelqu'un qui plante un clou dans une tête d'une souris. On est vraiment sur quelque chose de très 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 violent, et qui vous annonce direct le ton sur la vision du Tsuar qu'elle sur le Hong Kong de son époque. Parce que justement, c'est un film qui est très contemporain. Ça se voit dans les coupes, dans les modes, globalement. Et c'est ça qui en fait un film très intéressant, presque ancré dans sa manière d'être dans les années, de dire, ouais, putain, le Tsuar des années 80, le Hong Kong des années 80, ça devait pas rigoler. Du coup, c'est très intéressant de voir justement comment ce film va évoluer. Le film va évoluer par moments, en passant par le pur film de gangster qui me fait vraiment penser vraiment des moments, à la limite avec les lunettes de soleil, il y a du William Friedkin. Justement avec des films, le film qu'il a fait avec Al Pacino, j'ai un trou, avec Cruising, justement, qui est un film exceptionnel que je vous conseille vivement aussi, dans le sens transgressif et tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de William Friedkin justement dans chez Tsuar que dans ce film-là. Et derrière, justement, où il y a ce moment-là où on passe vraiment de la comédie avec ces jeunes qui n'arrivent pas à conduire la bagnole. On a vraiment cet aspect de fusion des genres, où près du film de gangster par moment, du film du polar pur, et du teenage movie vraiment par moment. C'est-à-dire vraiment l'aspect
de ces jeunes qui passent justement d'un moment à un autre justement et qui passent sur quelque chose qui est beaucoup trop gros pour eux. Et justement, et il y a aussi une vision où justement ce mix des genres fait que Swark vraiment, parce que le film dure qu'1h35, le film dure 1h35 et il ne s'arrête jamais. On passe d'un genre à un autre, juste la paix comique, justement du drame à plein de choses, et ce qui fait que c'est un film qui est justement très riche d'un point de vue cinématographique dans ses genres. Il y a ce côté vraiment, je pense que c'est cette folie justement qui donnera derrière naissance à un cinéma comme le cinéma coréen aujourd'hui, qui est vraiment imprégné de ça, vraiment ce film genre mix des genres, ou même ce genre qui viendra aujourd'hui, qui explose, un des pays qui justement pour moi explose dans la manière de faire du cinéma, c'est le cinéma indien. Le cinéma indien pour moi qui est un film dans l'aspect de l'Asie, tout ça, vraiment dans une lignée du cinéma hongkongais de cette époque, c'est-à-dire totalement barré, des personnages qui vont dans une rare violence et qui vont au bout. Il y a un paroxysme, et il y a un nihilisme aussi des fois très important chez ces cinéastes. Parce que justement, ils sont dans des pays où les contextes sont très compliqués. C'est-à-dire que par exemple, Tsouark, et même d'autres réalisateurs sont encore à... Alors ça veut dire, on va me dire, c'est tôt, encore 80, mais ils sont quand même à 17 ans de la récession avec la Chine. Et justement, c'est une chose qui va hanter le cinéma hongkongais pendant une petite partie des années 80, mais vraiment beaucoup plus à partir des années 90. Ce qui est très important au niveau de le contexte justement dans lequel il se rentre. Du coup, ce film a un genre très particulier, c'est un film où vous allez voir, vraiment c'est un film qui est ultra riche, et c'est un film qui, au niveau des scènes d'action, montre une véritable déjà maîtrise de la part de Tsouark. Alors certes, il vient de la télé, il a appris justement où il était connu pour faire des nouvelles techniques, tenter pas mal de trucs. Il a notamment été beaucoup du côté du documentaire aux États-Unis, et derrière surtout, il a aussi une grosse influence justement du Gu Xiapian, justement dans sa manière de cadrer, c'est-à-dire à la fois justement avec des zooms temporalisés, parce que justement il y avait cet aspect, justement ce que j'avais entendu dans un podcast très intéressant sur lui, où les mecs avaient une certaine technique de bobine justement sur la manière dont ils devaient faire des films, et justement bah ça devait aller vite, ça devait tourner, c'était tourné dans l'urgence, parce que je rappelle que sur le Hong Kong de cette époque-là, le cinéma est tourné de manière mais quasi illégale. C'est la vraie définition du run and gun. L'autorisation, on lui fait un toit d'honneur, on doit faire péter un truc. Je m'en bats les couilles. Ce qui a ce côté vraiment très ancré dans le réel, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des trucs que tu peux plus faire. Tourner à l'arrache comme ça, tant que tu te tapes pas un truc et tout ça, ils s'en foutent. Justement, aujourd'hui, maintenant, t'as tellement de dérogations. Aux États-Unis, tu peux plus faire ça, sauf dans certains États où vraiment ils s'en foutent. Mais globalement, c'est quelque chose qui est très compliqué, ce qui donne une énergie au film. Justement, il y a un vrai sentiment de liberté et justement d'excentricité justement à chaque plan que vous verrez, notamment avec des zooms, des travelling. En fait, le film ne s'arrête jamais de bouger. Le film est perpétuellement en mouvement, soit par sa caméra qui tente un mouvement, ou soit par l'aspect justement de ces personnages qui dans le cadre diffusent cette énergie. Et ça va justement avec cette thématique aussi de la jeunesse qui se retrouve en deux sessions, où tu as une jeunesse qui est imbibée justement de culture occidentale, qui a envie de vivre pleinement justement à travers cet aspect libre de liberté et tout ça, mais à la fois toujours avec des valeurs très rétrogrades. C'est ce que je disais, tout ça, des valeurs très rétrogrades. Vient du passif notamment avec la Chine et tout ça, une culture asiatique qui est ancrée et qui leur donne une certaine vision. C'est pour ça que le personnage féminin est pour moi un personnage à la fois très dramatique et qui subit énormément de choses, parce qu'elle subit énormément les calvaires d'une époque où justement où les femmes vivaient entre le mix justement de vouloir avancer dans la société, dans cette société occidentalisée, parce qu'elles vivaient dans des cultures justement qui s'amenaient, et ça se voit dans la mode, c'est très proche du Japon, je pense Hong Kong dans cette époque-là, dans l'aspect de la mode, la manière d'être, parce qu'il y a cette caractéristique très occidentale où ils vivent avec. Mais à la fois avec des valeurs, comme je disais, très rétrogrades. Par exemple, je pense au personnage féminin que vous voyez là et que je vais vous remontrer ici, hop, voilà, justement, et justement, alors tu vois des fois qu'elle a un bateau de casque aussi, hein, mais le personnage justement aussi vit dans une certaine violence parce qu'elle est entourée de violence. Déjà par son frère, parce que ses parents sont plus là, et que tout simplement son frère est vraiment la vision justement, celui-là qui est censé représenter la loi. Et le mec,
véritablement tabasse sa sœur, lui met des claques, mais violemment, d'une violence et tout ça. Tu ne sens qu'il n'y a pas d'amour entre les deux, qu'il n'y a pas de concession, qu'il n'y a pas de confession, à un point que justement son frère, quand il voit qu'à quel point elle part en noisette et tout ça, l'attache, la menotte, et ce qui va l'amener à sa fin, d'une certaine façon, ce personnage. Et c'est ça, un film qui vraiment te montre à quel point, cette époque-là, la femme était vue d'une certaine façon, et c'est très intéressant. Alors pour certaines femmes qui iront voir le film, je peux comprendre que ça vous déroute aujourd'hui de voir ça, de vous dire c'est violent, c'est d'une violence qui est très radicale. Alors sachez qu'il y a une chose, c'est violent, mais comparé à certains films de catégorie 3 qui sont arrivés un peu plus tard, c'est pas de the. Mais du coup, globalement, ça peut déjà vous retourner pas mal, parce qu'il faut dire que le cinéma hongkongais de cette époque-là est un cinéma qui est d'une misogynie et sur une vision de la femme qui est très rétrograde. Et c'est très intéressant sur ce point de vue-là. Et ce que j'aime, c'est relatif, c'est que justement, le personnage justement montre une femme forte qui va tout faire pour essayer de se débrouiller, certes avec des camarades, mais qui vont se lier un petit peu, voilà, mais que dans cette spirale au final, c'est la première à mourir, parce que c'est celle qui veut s'émancer le plus de sa liberté, et justement d'être ce qu'elle est. Et du coup, il y a un foreshadowing justement avec un chat que, voilà, qui sourit, elle le balance par la fenêtre, mais véritablement elle le balance, mais en mode le chat tombe sur des barbelés, tu le vois souffrir. Alors, j'ai eu un débat avec mon ami sur ouais, est-ce que tu crois vraiment que c'était un faux chat? Il me fait ouais, je pense vu la violence aux animaux de l'époque, on se rebattait les couilles. Clairement, moi perso, je suis dans l'espérance que ce soit pas un vrai chat, mais quand tu le vois la réaction du chat, je suis en mode ouais, non, ils sont capables d'avoir balancé un vrai chat, donc pour ceux qui sont sensibles des animaux, voilà, mesdames et les gens sensibles des animaux, ce film, attention, accrochez-vous, ça peut être très 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 violent. Et du coup, il vient aussi les personnages masculins, comme je vous l'ai dit, le frère de la sœur de cette jeune fille, justement, qui pour moi est un personnage très intéressant, parce qu'il est censé représenter la loi, et cette loi justement incompétente, qui n'est pas foutue de régler une affaire, qui n'est pas foutue justement de voir les choses, et notamment la détresse de sa population, et notamment et encore plus proche de quelqu'un de ta famille. Et justement, et ça se voit sur tous les personnages, c'est-à-dire que autant les personnages féminins que les personnages masculins, où il y a véritablement un écart justement entre des générations et entre des manières de vivre qui font que ils aspirent pas forcément les mêmes choses. Les garçons prennent la voiture parce qu'ils ont envie de liberté, ils ont envie de soif de vivre, de bouger, de rigoler, de vivre justement dans cette liberté qu'offrait Hong Kong à l'époque, qui est totalement fou aussi. Et clairement, ce film montre justement des personnages qui ont soif de la liberté, est une grande thématique, et justement se montrer confronté justement à aussi un Occident qui est tout aussi pourri que justement que justement la société hongkongaise dans laquelle il vit, et qui est très nihiliste. Ces gens-là justement n'ont ni foi ni loi, et aucune peine à tuer les enfants, parce que justement on voit la scène de fin se passe dans un long cimetière, très Sergio Leoneien, hein, parce que bon, tu vois masse de tons, tu vois le truc, tu fais waouh, c'est quand même impressionnant. Il y a vraiment cet aspect de grandeur justement entre la ville, l'action, il y a plein de choses qui font que c'est hyper intéressant. Et ça finit dans des duels à mort, mais ultra violents, ça tue les mômes, ça tire à la mitrailleuse, c'est ultra violent. Ça peut dérouter énormément de gens. Mais moi je trouve que c'est un film qui est très intéressant d'un point de vue historique, sur comment tu le situes et sur comment justement tu le places dans l'histoire. C'est un film qui permet à beaucoup de gens de voir un petit peu la société. C'est presque un aspect justement documentaire, comme je voulais dire chez This Work, justement cet aspect de dire que être ancré dans la société et de suivre ce qui justement va amener des modes, parce que justement sans, je pense, des films comme l'Enfer des Armes pour amener le ton, on n'a pas de syndicat du crime, on n'a pas les The Killers, alors certes pas dans les mêmes thématiques. John Woo a cet aspect, je pense,
beaucoup plus chevaleresque. C'est pour ça peut-être ça marche mieux aussi John Woo sur certains aspects et que ça touche beaucoup plus de personnes. L'aspect plus chevaleresque. Alors que Tsuark a ce côté beaucoup plus nihiliste. Il a beaucoup moins foi en l'humanité. Un petit peu comme ses amis, comme notamment je pense à Ringolam, qui a cet aspect aussi très noir, hein, qui va aller, qui est de l'aspect cherché très loin. Et voilà, avec pas mal de ces... Je crois que Joey Wong aussi, qui est aussi pas mal barré lui aussi dans le genre. Il y a vraiment pas mal de cinéastes justement qui sont complètement fous et qui vont entrer dans une profonde enfin dans ce Hong Kong nihiliste. Là où par exemple, c'est ça aussi qui est magique dans le cinéma hongkongais de cette époque-là, qui va arriver un peu plus tard, parce que Wong Kar-wai c'est vraiment fin de la décennie et John Woo ça va arriver quand même deuxième partie de décennie. Mais je pense que sans les balles du ciment de Tsuark, on ne peut pas avoir justement toute une ligne qui va arriver. Et d'ailleurs, pour moi, les plus belles œuvres qu'il feront et qu'il fera derrière, moi, sont arrivées dans les années 90. Justement, avec des The Raid, des The Lovers, des Festins chinois, The Blade. Justement, je pense que vraiment les années 80, c'est vraiment un étendard pour lui d'entraînement et de ce qu'il va développer dans les années suivantes. Et du coup, c'est tout bête, mais c'est un film pour moi qui est ultra intéressant sur ces choses-là et qui justement te montre la capacité que ce que va amener le cinéma hongkongais. Et comme je disais aussi un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs visions après. Ce côté nihiliste avec des Ringolam, des Tsuark et tout ça. Et des Johnny To un peu plus tard aussi. Et du coup suivra justement aussi une vision plus chevaleresque, comme j'ai dit avec John Woo, et plus romantique avec Wong Kar-wai. Voilà. Donc c'est un cinéma qui est très intéressant. C'est un cinéma qui, perso, moi, me parle beaucoup parce que je pense que c'est un truc en France qu'on ne montre pas d'à côté, justement, à quel point ça peut partir en couille en France et à quel point. Certains vont dire oui, elle est misérable, mais en France, je trouve que les films qui exploitent ça sont très sages. Il n'y a pas ce côté désespéré. Même Les Misérables, je trouve ça très sage dans la manière dont c'est amené. C'est pas assez pour moi, il n'y a pas assez cette violence vraiment accrue parce qu'il y a ce fait sociétal qui justement qui pour moi fait que on ne passe pas une barrière. Mais du coup, faites attention parce que c'est quand même un film qui est profondément ancré dans une vision d'époque et qu'il faut pas le prendre comme acquis avec une pensée d'aujourd'hui. Il faut le dire, à l'époque c'était comme ça et qu'on espère justement qu'aujourd'hui les choses ne passent pas. Il y a des choses qui passent pas, genre la violence faite aux hommes et aux animaux, sinon aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça reste toujours intéressant sur tout ce qui est amené. C'est d'un point de vue thématique pour moi, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses que je pense que vous aimerez dans le film, d'autres moins. Mais ça reste quand même c'est un troisième film. Enfin, ça dépend à quel moment si tu le places. Si Cannibal c'est sorti avant et tout ça. Mais globalement, ça reste quand même des films qui sont profondément ancrés dans une époque. Donc, soyez curieux. C'est le plus important. Et de toute façon, c'est le but de ce podcast, c'est que vous soyez curieux. Donc, allez voir l'Enfer des Armes. Vous serez à l'avant peut-être d'une bonne surprise. Et donc, soyez curieux. Portez-vous bien. Et je vous dis donc à la prochaine. Et bonne semaine à vous. Ciao.